Good afternoon, everyone. You welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with Julien Beth Bissay. Julien, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Tout d'abord, cette mise à mort de la filière avicole. C'est ainsi que les producteurs de volailles décrivent la décision du gouvernement d'importer les poulets de l'étranger. Une production du poulet qui a baissé depuis près de 4 ans suite à la grippe aviaire de 2016. D'autres précisions dans ce reportage de Théophile Tchunke, Cédric Chouna et Donald Briskamgan. Dans ces deux compartiments de sa ferme, Abdel sortait jusqu'à 15 000 poulets de 45 jours par production. Aujourd'hui, tout est vide, ce depuis décembre 2020, lorsque les poulets d'un jour importés d'Europe ont commencé à se faire rares et chers en raison de la grippe aviaire. Imaginez-vous un peu, vous avez besoin des poussins en novembre pour vendre en décembre. On vient vous livrer en décembre, parfois même le 20 décembre. Vous êtes en janvier où les gens n'ont plus assez de moyens parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ce problème-là, c'est cette instabilité qui a fait en sorte qu'on arrête. Pour ne pas abandonner complètement la volaille, il joue le maintien avec quelques poulets de race, panachés aux derniers rats chers qui sont encore là. Ils ont un cycle de production un peu plus lent. Ils ont une vitesse de croissance un peu plus lente. Donc, et de ce fait, comparé aux chers, il n'y a pas match. Donc on est obligé d'aller à la traîne et satisfaire ceux qu'on peut satisfaire. Et d'autres, on leur dit, on ne peut rien. Ce jeune de 27 ans, l'un de ceux qui disposent d'incubateurs de Radouala, pense qu'avec une certaine volonté des autorités, il est possible de sortir de la dépendance vis-à-vis de l'Occident en matière aviaire. Il faut penser à mettre sur pied un transfert de technologie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces partenaires étrangers vers lesquels on part aujourd'hui pour prendre les poussins d'un jour, on peut leur demander peut-être de venir faire les mêmes installations ici. Nous avons des docteurs vétérinaires, des ingénieurs qui sortent de nos écoles tous les ans. L'autre obstacle chez les producteurs, c'est le déficit en aliments. Les prix du maïs et du soja sont constamment en hausse. Le maïs est passé de 280 francs CFA à 440 francs le kilogramme, suffisant pour décourager Joseph Tala qui a lui arrêté complètement sa production de 6 000 poulets de chair ici à PKCS. Si l'État pouvait encourager les gens à cultiver le maïs comme le fief des maïs, c'est beaucoup au nord. Si l'État pouvait faire qu'on cultive suffisamment du maïs et que le coût de soja baisse, ça devait faire aussi que le coût de l'aliment baisse. Et quand le coût de tous ces trucs-là baisse, ça permet aussi que le poulet arrive aussi au marché moins cher. Les acteurs du monde avicole disent ne pas comprendre le choix du gouvernement qui veut autoriser les importations plutôt que de soutenir la production locale. Elle est de 65 000 tonnes à ce jour pour 105 000 tonnes de demande, soit 40 000 tonnes à combler. L'Association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs, l'ARDIC, fondée par le défunt Bernard Djonga, rappelle que la filière avicole a été excédentée avant 2016 avec jusqu'à 300 milliards de chiffre d'affaires. En 2016, la filière avicole était excédentaire. C'était l'une des rares filières au Cameroun où l'on produisait, on couvrait le besoin de consommation au niveau national au point d'avoir à exporter l'excédent dans les pays de la sous-région jusqu'au Soudan. Avec la grippe aviaire qui a frappé le secteur avicole en 2016, des centaines de cheptels ont été perdus sans soutien de l'État pour relancer la production. Pour certains observateurs, l'autorisation des importations du Brésil par le gouvernement, c'est la mise en concurrence de la production nationale non subventionnée avec celle étrangère appuyée par l'État. Une mise à mort de la filière aux yeux de certains observateurs qui rappelle les doutes sanitaires qui entourent les poulets congelés. Et à l'Assemblée nationale, la Commission nationale anti-corruption a été soumise à des critiques, notamment sur sa mollesse devant la corruption électorale et la conduite des enquêtes à tête chercheuse. Face à toutes ces récriminations, la CONAC a tenu à répondre en insistant sur l'urgence de l'adoption d'une loi anticorruption au Cameroun. Le compte-rendu de cette rencontre, c'est dans ce reportage que signent Joël Essengue et Gizogo. Une séance plénière spéciale à l'Assemblée nationale consacrée aux activités de lutte contre la corruption menées par la Commission nationale anticorruption, CONAC.
Il n'en fallait pas plus pour que les députés dressent un tableau quasi-apocalyptique de la situation de la corruption au Cameroun. La corruption a transformé nos diplômes en papier toilette. La corruption a créé un climat et une atmosphère de répulsion des investisseurs étrangers vis-à-vis du Cameroun, dont a rendu d'année en année le Cameroun économiquement infréquentable. La corruption a transformé nos tribunaux en salles de lamentation humoristique. Singulièrement, sur la question de la fraude électorale, d'aucuns ont pointé ce qu'ils ont qualifié de laxisme de la CONAC. On ne voit pas la CONAC sur le terrain, et même quand on la voit sur le terrain, dans quelques endroits, on attend en vain le rapport du constat de ce qui est visible à l'œil nu. Généralement, dans presque tous les bureaux de vote dans notre pays, qu'est-ce qui justifie cela? Ainsi pilonné à vue, la CONAC a pour sa part exposé aux députés les axes de son travail. Il n'y a pas de parti pris dans la conduite des enquêtes que nous menons. Nous faisons appel à des experts dans différents domaines qui accompagnent les cadres de la CONAC et les membres du comité de coordination de la CONAC. Puis, au sujet de la corruption électorale, l'organisme en charge de la lutte contre la corruption dit ne pas éluder ce sujet. Ce qui hier semblait être tabou, aujourd'hui prend déjà une proportion qui permet de dire qu'en fin de compte, la corruption électorale va commencer à prendre du plomb dans l'aile, parce que la CONAC est derrière. Mais mesurant sans nul doute combien le scepticisme reste de mise autour de ces actions, la CONAC appelle à l'adoption d'une loi anticorruption au Cameroun. Nous avons l'intime conviction que le renforcement du pouvoir et de l'indépendance de la CONAC pour nous permettre d'accomplir de manière optimale ces missions passe inéluctablement par l'adoption par notre pays d'une loi anticorruption. Quant aux députés, leurs recommandations portent entre autres sur l'intensification et la médiatisation de l'opération Épervier. On observera que presque rien n'a été dit sur l'application effective de l'article 66 de la Constitution relatif à la déclaration des biens. Parlons santé à présent. Covid-19, le professeur Didier Raoul dénonce la corruption observée dans le processus d'acquisition des vaccins. Il s'est exprimé dans une nouvelle vidéo. Nadine Yambo pour plus de précisions. Interrogé une nouvelle fois sur la crise sanitaire dans le monde, le professeur Didier Raoul dénonce la corruption qui règne dans le processus d'acquisition des médicaments et vaccins contre le coronavirus. Selon l'infectiologue français, des firmes pharmaceutiques s'activent en coulisses pour garder le monopole de la recherche du traitement, de la vente et maximiser les profits. Tout ceci avec la complicité de certains États. Partout où on manie des sommes colossales d'argent, il y a un risque de corruption. Il faut être un enfant pour ne pas savoir ça. À chaque fois qu'il y a un essai qui est financé par l'industrie pharmaceutique, vous créez un biais en faveur du produit de l'industrie pharmaceutique qui le finance. Et dans la plupart des cas, vous êtes incapable de détecter où est ce biais. Face à ce flou observé, le professeur Didier Raoul interpelle les dirigeants à mettre sur pied des mécanismes de contrôle fiables et efficaces pour lutter contre la corruption dans la production et l'acquisition du vaccin contre le coronavirus. Évoquant la question du vaccin, le professeur Didier Raoul se veut prudent après la suspension d'AstraZeneca. D'après le microbiologiste, la période de mise en circulation du vaccin n'a pas respecté les délais impartis. Plusieurs pays étant engagés dans une course contre la montre à la recherche d'un protocole pour lutter contre la pandémie. Il y a des choses que l'on peut découvrir si on a des essais très courts. Le risque de mortalité sur 1000 personnes a été évalué. Il est très très faible, il n'était pas visible. Après, quand on a vacciné 100 000, 200 000 personnes, 1 million de personnes, on voit des choses que l'on
on n'avait pas vu avant. Et ensuite de ça, dans les choses qu'on voit quand on observe les gens, tout ce que l'on observe n'est pas nécessairement lié au vaccin. Mais il est prudent, quand on a beaucoup de réactions, ce qui semble être plus le cas avec le vaccin AstraZeneca qu'avec les autres, de s'arrêter un moment pour réfléchir. S'agissant des mutations du virus du corona, le professeur Didier Raoul s'inquiète de l'émergence de 2 nouveaux variants. Les variants Marseille 501 et Breton sont actuellement en circulation dans certains pays européens avec des niveaux de sévérité plus ou moins virulents. Et le variant dit Breton, là, qui sévit à Lannion, qu'on voit ici, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un variant très distant, il est très loin de tout ce que l'on connaît jusqu'à présent. Le deuxième variant d'intérêt, qui est le variant Marseille 501, ce variant, il y en a maintenant une centaine ici. Pour l'instant, il me paraît à ce stade un peu plus inquiétant que le variant breton. Voilà. En clair, pour Didier Raoul, il faudra bien s'attendre et de manière fréquente à de nouvelles souches du coronavirus au regard de la nature et la complexité du SARS-CoV-2 qui mute facilement. Pascal Monkam, pour l'éternité, les cérémonies d'adieu à l'homme d'affaires camerounais ont démarré hier dans la ville de Douala. Sa dépouille est arrivée en provenance d'Afrique du Sud où il est décédé le 27 février dernier. Retour sur les temps forts de ce moment dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat et Innocent Biga. 11h55 sur le tarmac de la base aérienne 201 de Douala. Les dernières manœuvres d'atterrissage, dès l'aéronef ayant à son bord la dépouille de l'homme d'affaires camerounais Pascal Monkam en provenance d'Afrique du Sud, où le milliardaire est décédé le 27 février dernier. Sur la piste, une tribune de circonstance dressée pour rendre les premiers hommages funéraires à l'illustre disparu. Parmi les personnalités à cette première étape de ces obsèques officielles décrétées par le président de la République Paul Biya, la famille tout éplorée et les hautes autorités de la région du littoral, au départ du dernier voyage du capitaine d'industrie en route pour l'éternité. C'est véritablement un bâtisseur qui s'en va. Je l'ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale et véritablement quelqu'un qui avait de l'amour pour ce pays. Donc c'est un grand vide qu'il laisse ainsi. Dans son homélie de circonstance, le prêtre célébrant loue les qualités de l'industriel Pascal Monkam, tout en rappelant à l'assistance que chacun de nous étant pécheur devrait méditer son sort face à la mort. Saluant la mémoire du disparu, le gouverneur de la région du littoral garde de Pascal Monkam l'image d'un grand patriote qui avait son pays à cœur. Vous voyez, sa poitrine est toujours pleine de médailles, mais également le chef d'État a tenu à ce que les obsèques officielles soient organisées pour lui, pour reconnaître ce qu'il a été pour cette patrie. Pour l'avoir côtoyé du temps où il fut préfet du Honkam, puis gouverneur du littoral, le numéro 1 de la région tient à rappeler à la famille le vœu ardent de Pascal Monkam de voir ses descendants rester soudés après sa mort. Il a toujours été choqué de son vivant, de voir comment certains patriarches s'en allaient et que les enfants se déchiraient. Et il a vraiment émis le vœu de voir sa famille soudée et qu'il n'y ait pas de bruit après lui. Et je crois quand même que ce message est passé. Pascal Monkam sera inhumé ce samedi 9 avril 2021 à Bakassa, son village natal, dans le département du Honkam. Né en 1929, Pascal Monkam, durant ses 92 années d'existence sur Terre, a bâti un empire hôtelier de renommée internationale. La chaîne La Falaise, présente dans plusieurs villes, Douala, Yaoundé et Bafang au Cameroun, Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud. C'est avec ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Innocent Bega que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to you viewers, good day once more. Thanks for staying with us. Series of attacks have been recorded recently at the west bank of the River Noon in the west region by unknown
individuals. The people of that locality complain of repeated attacks by the people who they claim are trying to take the land from them at the left bank of the River Nun, just like I indicated. And Charles Ekume has been following that incident in our reports. The left banks of the River Nun in the west region of Cameroon has become a zone of altercation between inhabitants of the locality and those of Fumbot. There are increasing tensions with people living from Fumbot coming to impose laws in the locality. At about 8 a.m., two men came towards us, armed with machetes. They warned us to stay away from the zone. I got to the farm waiting to cultivate maize. All of a sudden, two men threatened me and told me to leave my farm. They said it was their land and it belonged to their ancestors. I immediately reacted and told the men that the house next to the farm belonged to my ancestors and this piece of land belongs to me. I gave birth to all my children here. I have spent 48 years in this place. The villages in this territory have been existing for more than a century, harboring over 7,000 villagers who rely solely on agriculture for a living. But recently, they have been constantly threatened by individuals who say these lands belong to their ancestors. We just got back from work and noticed that our houses have been destroyed and items were taken from them. One of them addressed me and his brother asked him, "Don't you know her? She lives here." And he ferociously answered me, "Take your affairs and leave these premises and never return, because if you do, it's the machete that will resolve the problem." Ils sont en train d'agresser les femmes. Ils sont même en train de les violer. They have been assaulting women and even going to the extent of raping them. They have broken down homes. They come early in the morning aboard motorcycles, and in the evenings they are spotted returning from raiding homes with luggages which doesn't belong to them. Ils ont prélevé dans les champs des populations des communautés riveraines. Upon arrival at the Momo village, which is one of the principal villages at the left banks of the River Nun, the traditional council has decided to look into the problem of these villagers who are constantly being assaulted and threatened. They believe security and defense forces should come to the aid of the people, but most at times this quest is futile and in vain. On marche à quelques mètres, je vois certains gens sortir du champ. Madame partez où? On va regarder. Nous avons même eu. We were moving a few meters away when we saw some people coming out from the bushes with arms. They threatened us and said, "Madam, where are you guys going to?" We lied to protect ourselves by saying we are going to visit one of our sisters. They robbed us and took away my phone and the sum of 12,500 francs CFA. After this act, I went to report to the gendarmes, but they instead told me to go and see the divisional officer. I responded, "What does the divisional officer has to do with security?" Peut-être ces gens-là devaient dire que c'est quoi, madame? Il me dit qu'il m'envoie à la sous-préfecture. Il m'envoie voir le sous-préfet. J'ai dit, le sous-préfet a eu voir quoi quand il a dit qu'on m'a agressé au champ. This issue was also addressed by the Sultan of Fumban, who wrote in a communique that he doesn't recognize these unknown individuals causing problems. The population also solicited the action of the governor of the West region by peacefully protesting in the regional capital Bafoussam. We are worried, we are devastated, and we are asking the governor of the West region to intervene. This past Monday, the market square at the Momo village was transformed into some sort of a court hearing presided by the senior divisional officer, Donatien who was instructed by the governor of the West region, Awa Fonka Augustine, to initiate the procedure. People will go on the quest for life, but they need to respect the system which has been put in place. They need to know that there is a procedure to follow, which is harmonized for everyone. I urge you people to conform to these laws and not disrupt them. Similar acts like this didn't start today in the West region. It should be recalled that in 2011, the governor at the time, Samuel Ivaha Diboa, held a meeting to resolve conflicts. In 2013, these conflicts
led to the death of many people in the region. After some years of peace, this same scenario resurfaces. Hopefully, this time it should be buried for good. Still in the west region of Cameroon, the population of Pondimoum in Koutaba are at daggers drawn with the first assistant sultan of Debamoum. They are accused for selling several portions of their land they inherited to strangers. According to the population, the lands were given to some leprosy patients by the late sultan. Immaculate Fogwe tells us more. Land disputes continue to cause havoc in several parts of Cameroon. A case in point is the Pondimoum village in Koutaba, Non-Division, West Region. The population are accusing His Royal Highness Gampayu Inusa, who is the first deputy of the Sultan of Bamoun, of seizing several portions of their land and later selling them at exorbitant prices. The villagers claim the land being sold belongs to their great-grandparents who are suffering with leprosy. When leprosy was diagnosed in Koutaba several years ago, the Sultan at the time decided to offer this piece of land in Pondimoum to leprosy patients. Our grandparents are dead and we inherited the land from them. Now, portions of the land are being sold by the first deputy of the Sultan without our consent. They are chasing us from this piece of land given to us by our grandparents. We are not even given the right to cultivate on it. Some persons have even begun constructing their houses. We are not happy with our Sultan who gave the go-ahead. An accusation denied by the first deputy of the Sultan. According to him, the disputed portion of land belongs to his late father. Is there any family that can deny that this piece of land belongs to my father? The chief of Pondimoum has gathered some youths in the village to protest against something which does not concern them. The chief has equally been renting several portions of land to villagers. When I noticed, I asked him to stop, but he continued. Both parties plan taking the case to court, while the final verdict will be passed by the presiding judge. Here in the Littoral region, over 500 families are at the verge of being evicted from a 15-hectare piece of land they have been settling on for several years. Others 36, that's in Iboko City in Yasadwala 3 subdivision. Brothers and children of their late landlords are threatening to reclaim the land, rubbishing the land titles they have been brandishing. According to the population, they expect the Minister of State Properties, Surveys and Land Tenure to urgently intervene. Details in this report. Birth of a new land scandal in Douala. About 500 families in Boko City, Yassa, a baby quarter created in the Douala 3 subdivision, are out of their homes to protect the over 15 hectares of land they have settled on for at least 36 years for pioneer settlers from threats of taking it back by some relatives of their deceased landlord who vowed to evict them. The flop for years. Every family you see here has a land document issued by the deceased seller, brother to his sisters and brothers, who are now threatening us to reclaim the land we have bought. Understand? So since long we will buy this land, even me self. They don't worry, so it pass me, I go out and say. Since we bought the land, they keep visiting us. They need us to eat from the transaction. Our refusal is reason why they hired demolition agents and some security elements in their numbers to demolish our houses, even at night. Today we don't talk, say, we will go meet a show place where they don't make, where they don't be house or plant something. They go now for different land to go show
According to the threatened locals and chief of Yassa defending the occupants, their landlords of blessed memory, Dipoko Eboko Daniel, had always put dialogue and peace first before other matters. En 2008 que j'ai déposé la demande. In 2008, when I dropped a demand for a land document, and the day we descended to the sites to demarcate the boundaries, the late landlord who sold the land told all his brothers to voice out any worry they had, but no one did. Ils sont en train d'opposer aujourd'hui que si vous avez un problème, venez parlez-en ici. What is happening today has been described by them as theft. Land and house, nom na mango. Something they take and put am for inside pocket. They see something where it shine so, but they recover am. Local administrative authorities have been informed of this new wave of land disputes for justice. On May 14, 2009, a delegation from the Ministry of State Property, Surveys and Land Tenure descended to the site for findings. 12 years after, a new committee returns to the site due to inappropriate application of resolutions taken by the first. Resolutions of the second commission that came to Douala from Yaoundé and held a series of exchanges with both conflicting parties in the presence of the chief of Yassa are still awaited. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a nice weekend. Bon weekend. Merci, je vous souhaite un excellent week-end, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.